Ok, let's go. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans le Rookscast. Moi, c'est Max, je suis kiné du sport et sportif aussi d'ailleurs. Et chaque semaine, on se retrouve pour explorer un nouveau sujet passionnant sur le corps, sur son fonctionnement, sur le sport en général ou sur quelques petits fonctionnements au niveau du cerveau. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est faire du sport en pleine santé et le plus longtemps possible. Alors avec le Rookscast, vous en saurez plus sur vous-même, vous allez mieux vous connaître et qui sait, et on l'espère, vous allez sans doute améliorer vos perfs, que ce soit à la salle, en course à pied ou ailleurs. Ok ? Alors chaussez vos baskets, on met les écouteurs et puis c'est parti. Et aujourd'hui, on va rebondir sur un des sujets de la semaine dernière, bien évidemment. On va parler, vous l'avez lu, comme d'habitude dans le titre, nous allons parler du microbiote. Alors, est-ce que vous saviez, petite intro toujours, que le corps contient 30 000 milliards de cellules humaines? C'est pas mal, c'est cool. Mais il y a aussi, est-ce que vous êtes prêts à accrocher, vous mettez vos ceintures? Enfin, votre ceinture. Après, si vous en avez deux, n'hésitez pas. Que vous aviez entre 30 000 et 100 000 milliards de bactéries, de virus, des champignons et d'autres petits micro-organismes. En fonction des estimations, on dirait que les cellules non humaines représentent autant, voire plus que les cellules humaines dans un propre corps. Donc, on est biologiquement un écosystème en tant qu'individu. Voilà. Au final, c'est ça. Et la majorité de ces micro-organismes, ils vivent dans un seul endroit, notre intestin. C'est Tokyo. L'intestin a la même densité que Tokyo. Et la ville est plutôt sympa, je vais pas vous le cacher. Bref, c'est ce qu'on appelle le microbiote intestinal. Et pendant des siècles, notre fameuse médecine l'a presque complètement ignoré, en considérant les bactéries intestinales comme de simples passagers, des petits locataires inoffensifs, tout au plus utiles à digérer les pâtes de la veille. Alors que non. Et aujourd'hui, on sait que c'était une erreur monumentale de notre légendaire médecine occidentale. Apparemment, on a fait beaucoup d'erreurs avec notre médecine occidentale. Faudrait peut-être se poser des questions. Mais bref. On l'a dit dans l'épisode précédent, on a parlé des impacts de l'alimentation ultra transformée sur le microbiote et sur les effets à long terme de cette malbouffe. Et comme on l'a dit, il était peut-être temps de lui accorder un épisode dédié. Donc aujourd'hui, on va voir ce que c'est le microbiote. Le microbiote, le comprendre. Comprendre cette pièce manquante de tous nos grands sujets de santé de notre époque. Comprendre son lien avec l'immunité, avec l'inflammation, avec la santé mentale, le poids, le vieillissement. Bref, tutti quanti, quoi. Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Partie 1, qu'est-ce que c'est? Forcément, comme d'hab, on va clarifier les choses. 2, on en a parlé dans le podcast précédent. Ouais, vous avez compris, il faut l'écouter, le podcast précédent. Et puis celui d'avant aussi. Et celui d'avant, bref, écoutez nos podcasts. Le lien entre l'axe intestin-cerveau. Voilà, comme ça. Ensuite, on va voir ce qui détruit le microbiote, forcément. Et on va voir comment nourrir son microbiote. Comment lui apporter des petits trucs sympathiques. Et puis ce sera tout, quoi. Ce sera déjà pas mal. Donc, primo, qu'est-ce que c'est? Le microbiote intestinal, c'est grosso modo l'ensemble des micro-organismes qui se baladent dans le tube digestif. Voilà, principalement dans le côlon. Et c'est marrant parce que ça s'appelle le côlon et il est colonisé. Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit lien quand même? Bref, on parle d'environ 500 à 1000 espèces de bactéries différentes en fonction des individus. Certaines sont présentes chez presque tout le monde et d'autres sont spécifiques à chaque personne comme une empreinte digitale biologique. Donc pour donner une image concrète, c'est imaginer une forêt tropicale. Il y a des milliers d'espèces différentes qui cohabitent, des arbres, des plantes, des insectes, des champignons, des animaux, des oiseaux, etc. Et chaque espèce joue un rôle. Certaines décomposent, certaines protègent, certaines nourrissent d'autres, etc., etc. C'est l'équilibre de l'ensemble, c'est ce qui rend cette forêt résiliente. Et si jamais la résilience c'est quelque chose qui vous parle, c'est peut-être intéressant, c'est peut-être le moment, d'écouter notre podcast sur l'introduction à la résilience qui est sorti il y a quelques semaines, et au passage aussi sur celui sur l'introduction à l'antifragilité. Voilà, de Nassim Nicolas Taleb, livre très intéressant qu'on vous invite à lire. Mais on en revient à notre sujet aujourd'hui. Donc notre forêt, elle est résiliente parce que il y a tout le monde qui bosse un petit peu ensemble pour que ça fonctionne. Et si on élimine une espèce, il y a d'autres qui vont venir la compenser. Mais si on en élimine trop, l'équilibre il va basculer,
la balance, elle est plus bonne, et il y a des espèces opportunistes qui vont envahir le territoire des autres. Et ben le microbiote, il fonctionne de la même manière. C'est que la diversité en fait sa force. Et l'appauvrissement, c'est la vulnérabilité, de notre petit microbiote. Mais qu'est-ce qu'il fait, notre microbiote? Parce que c'est bien mignon, tout ça. Eh ben, il est juste pas là, il est pas juste là, pardon. On met les mots dans l'ordre, hein, c'est toujours mieux. Il est pas juste là pour digérer. Et, petite liste non exhaustive de ce qu'il fait, il produit des vitamines que notre corps ne sait pas fabriquer seul. Comme la vitamine K2, comme beaucoup de vitamines du groupe B d'ailleurs. Et le groupe B, on parle pas des courses de voitures des années 80, hein, même si c'était super sympa et que c'est un peu dommage qu'ils aient arrêté tout ça. Mais bon, question de sécurité, on comprend. Donc notre microbiote, qu'est-ce qu'il fait d'autre? Il synthétise des acides gras à chaîne courte, donc principalement le butyrate. On s'en fout du terme, mais retenez que les acides gras à chaîne courte vont nourrir les cellules de la paroi intestinale. Et si vous n'avez pas de paroi intestinale, je vous fais pas un dessin. Pourquoi? Parce que ces acides gras à chaîne courte, ils jouent aussi un rôle central dans la régulation de l'inflammation. Eh oui, on a toujours ce mot à la bouche, c'est comme la progressivité. Qu'est-ce qu'il fait d'autre, notre microbiote? Il entraîne et il régule notre système immunitaire. Eh oui, et il n'y a pas que le cerveau qui fait ça. Et il y a environ 70% de nos cellules immunitaires qui sont concentrées dans et autour de l'intestin. Comme quoi, la bouffe, c'est la vie. Obélix avait raison. Mais pardon. Le microbiote, il apprend à notre système immunitaire à distinguer ce qui est dangereux et ce qui ne l'est pas. Donc le microbiote, c'est grosso modo le lycée pour les globules blancs. Voilà. Vous pouvez retenir ça. Ensuite, il produit aussi des neurotransmetteurs. Et grosso modo, 95% de la sérotonine de votre corps, elle est fabriquée dans l'intestin. Et il produit aussi des précurseurs de la dopamine et de GABA. Bon, vous retenez ça, on en parlera ultérieurement. Et il dialogue aussi en permanence avec notre cerveau via le nerf vague. C'est une autoroute nerveuse qui connecte l'intestin et le cerveau dans les deux sens. Ben ouais, parce que s'il y en a un qui envoie un message, il faut bien que le copain il puisse répondre. C'est toujours plus pratique. Hein. Qu'est-ce qu'il fait d'autre? C'est aussi un petit peu le chef d'orchestre d'un concert dont on ne voit pas la scène. Vous entendez la musique, donc c'est l'état de santé, votre énergie, votre humeur, votre résistance aux infections, mais on voit pas ni les musiciens, ni le chef qui coordonne tout. Et pourtant, s'il y a quelques musiciens clés qui abandonnent la scène, ça s'entend direct et la musique se désaccorde. Si vous prenez par exemple deux jumeaux identiques, bon, il n'y a pas vraiment de jumeaux différents, mais on va dire qu'ils sont identiques, ok? Même ADN, même famille, etc. Il y en a un qui développe de l'obésité. L'autre, il reste skinny, il reste mince. Pendant longtemps, on comprenait pas pourquoi. Et bien, figurez-vous qu'il y a des petites études, comme toujours. On aime bien vous trouver des petites études par ici. Il y a des études qui ont montré que dans beaucoup des cas, les deux jumeaux avaient juste des microbiotes significativement différents. Donc quand on transplantait le microbiote du jumeau obèse chez des souris sans microbiote, elles prenaient du poids. Et quand on transplantait, ouais, vous me voyez venir avec mes gros sabots. Et j'ai pas des crocs, hein. Quand on transplantait celui du jumeau mince, elles en prenaient pas. Donc on avait les mêmes calories, la même génétique, mais des microbiotes différents. Et donc, des métabolismes différents. Et donc, des conséquences différentes. Bref, vous avez capté un petit peu ce que c'était le microbiote et son intérêt. Et maintenant, on vous a dit qu'il y avait un nerf qui faisait le lien entre l'intestino et le cerveau. Et c'est une connexion à laquelle vous attendiez peut-être pas. Parce que pendant longtemps, on a pensé que le cerveau, il gérait l'intestin. Que le cerveau, il envoie le message et que l'intestin exécute. Ok? C'est vrai dans un sens, forcément. Mais ce qu'on a découvert les 20 dernières années, c'est que l'intestin envoie autant de signaux au cerveau que le cerveau n'en envoie à l'intestin. Ah, c'est des vraies pipelettes. Hein. Ah, vous les mettez en terrasse, vous en avez pour des heures. Le nerf vague, donc c'est le plus long nerf du corps humain, nerf crânien du corps humain, parce que c'est un nerf qui sort, enfin bref, on s'en fout. Il descend du cerveau jusqu'à l'abdomen, et il va transmettre des informations dans les deux sens. Et il y a environ 80% des fibres de ce nerf qui vont de l'intestin vers le cerveau, et pas l'inverse. Je répète, 80% des fibres de ce nerf vague vont de l'intestin vers le cerveau, et pas l'inverse. Donc l'intestin, il a des choses à dire au cerveau, beaucoup, en permanence. Et c'est cette connexion qu'on appelle l'axe intestin-cerveau. Et le microbiote, c'est un de ses principaux acteurs. Et là, vous vous dites, mais attends, à quel moment il y a des bactéries qui sont en train d'envoyer des messages par talkie-walkie à mes neurones? Eh bien, les mécanismes, ils sont multiples. Primo, on a des bactéries intestinales qui produisent ou qui stimulent la production de neurotransmetteurs. Eh oui, la sérotonine, on en a parlé 15 fois depuis le début. Et là, cette sérotonine, elle est impliquée dans la régulation de l'humeur, du sommeil et de l'appétit. Elle est produite, on l'a dit, à 95% dans l'intestin.
sous l'influence directe du microbiote. Et il y a certaines bactéries qui produisent du GABA. C'est le principal neurotransmetteur inhibiteur qui est impliqué dans la réduction de l'anxiété. Ensuite, notre microbiote, il régule aussi l'inflammation systémique. Et cette inflammation systémique, je vous le donne en mille, elle affecte directement le cerveau. Donc, si vous avez un microbiote qui est déséquilibré, on va dire dysbiostique, ouais, celui-ci, c'est pour le Scrabble, c'est cadeau. Il va générer des cytokines qui sont pro-inflammatoires, qui vont venir traverser la barrière hémato-encéphalique, donc c'est la barrière qui protège votre cerveau, et ça va venir altérer le fonctionnement cérébral. Ensuite, on a des bactéries qui vont produire des métabolites. Donc, c'est des petites molécules qui vont résulter de l'activité générale des bactéries. Et bien, ces métabolites vont passer dans le sang et vont agir directement sur des récepteurs cérébraux. Ok ? Et c'est pour ça qu'on dit souvent, enfin, on dit, dans le langage courant, j'ai le ventre noué, oula. Ou ça me prend aux tripes, j'ai des papillons dans le ventre. Et ben, ces expressions, c'est pas juste des métaphores finalement. Parce que ça reflète une réalité biologique. C'est que les émotions se ressentent physiquement dans le ventre parce que l'intestin est littéralement un deuxième système nerveux. Et on l'a dit dans le podcast précédent, c'est que l'intestin possède son propre réseau de neurones. Il y a à peu près 500 millions de neurones dans votre bidon. Voilà, clairement. Il y a autant de neurones dans l'intestin que dans la moelle épinière. Allez, celle-là, elle est cadeau, c'est pour le prochain dîner de famille, c'est pour impressionner mamie ou belle-maman. Et bien, ce réseau, il est capable de fonctionner de façon autonome. Donc, ça veut dire que même sans connexion au cerveau, votre intestin, il fonctionne avec ces petits neurones. Et c'est ce que les chercheurs appellent le système nerveux entérique. Entérique parce que ça a un lien avec, les Grecs, entéros, l'intestin, bref. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui ont subi une section du nerf vague continuent d'avoir des réflexes digestifs. C'est que l'intestin, il se démerde tout seul. Mais c'est là, qu'est-ce qu'on est bien foutu quand même. Eh, franchement. Et il y a des études qui ont montré que des personnes qui souffrent de dépression, d'anxiété, ont systématiquement un microbiote appauvri ou dysbiostique. Ouais, donc déséquilibré, on l'a dit, ça c'est pour le Scrabble, par rapport à des personnes qui n'ont pas ces troubles. Et le plus frappant encore, c'est qu'il y a des essais cliniques de transplantation de caca. On prend le caca le microbiote d'une personne qui est saine, on le met dans l'intestin d'une personne malade, et il y a des améliorations au niveau de l'état dépressif. Voilà, donc mangez du caca si vous êtes dépressif. Grosso modo, c'est le résumé, franchement. Mais le caca d'une personne qui est heureuse. Bon, on arrête un petit peu la métaphore, ça devient dégueulasse. Donc, retenez juste que le microbiote affecte le cerveau. Et dans la vie quotidienne, vous l'avez sans doute peut-être déjà, expérimenté. C'est les crampes intestinales avant un événement stressant, avant un examen, une compétition. Et c'est pas du stress uniquement psychologique qui descend dans le ventre par hasard, c'est juste l'axe intestin-cerveau qui s'emballe un petit peu dans les deux sens finalement. Et ça amène parfois des conséquences un petit peu moins reluisantes. Encore une fois, je vais pas vous faire un dessin. Et on va arrêter ce petit accent. Voilà pour les impacts, les liens entre le cerveau et le ventre, et surtout entre le cerveau et le microbiote. Donc vous voyez un petit peu mieux pourquoi ça fonctionne et pourquoi c'est important. Donc pourquoi ça ne sert à rien, ou c'est intéressant plutôt, de faire attention à ce que vous mangez et de ne pas vous nourrir de produits ultra transformés. Voilà. Mais qu'est-ce qui nourrit justement ce microbiote ? En dehors des produits ultra transformés, ça vous l'avez bien compris si vous avez écouté le podcast précédent, qu'on vous invite auquel cas à écouter. Mais on en revient à notre podcast du jour et on va partir sur la troisième partie, à savoir qu'est-ce qui vient justement détruire notre microbiote. On a les antibiotiques. Parce que l'antibio, c'est une des plus grandes inventions médicales de l'histoire de notre médecine moderne avec des guillemets. Il a sauvé des centaines de millions de vies et personne ne remet ça en question, faut quand même le dire. Mais un antibiotique ne cible pas uniquement les bactéries pathogènes, et il va cibler toutes les bactéries, ou du moins toutes celles de la famille des bactéries ciblées. C'est comme si pour tuer quelques mauvaises herbes dans la forêt tropicale, vous utilisez un élément qui va tuer la moitié des arbres. Grosso modo, c'est ça. Et si vous prenez une petite cure d'antibio, ça peut réduire la diversité de votre microbiote de 30 à 50% en quelques jours. C'est radical. C'est le Roundup de l'estomac. Et chez la plupart des gens, le microbiote, il se reconstitue partiellement en quelques semaines. Mais partiellement. On l'a bien dit, et c'est le mot-clé un petit peu de la chose, c'est que certaines espèces ne reviennent
jamais complètement sans qu'une intervention soit active. Et on en prend beaucoup. En France, on est un des pays d'Europe avec la consommation d'antibiotiques la plus élevée. Des cures qui sont parfois trop courtes, parfois pour des infections virales, ou qui ne servent à rien et qui donc servent à rien biologiquement, mais où le médecin, sous pression, il en prescrit quand même. Donc les antibiotiques, comme on le dit, c'est pas automatique et pour le coup, on est quand même relativement d'accord. Qu'est-ce qui peut affecter notre microbiote? On a le stress chronique. On l'a évoqué dans l'épisode sur la neuroplasticité, le stress chronique, ouh là là, faut que j'appelle mon phoniste. Le stress chronique élève le cortisol. Et le cortisol, il a des effets directs sur la muqueuse intestinale. Il va venir augmenter sa perméabilité. Donc il va venir perturber le mucus qui est protecteur au niveau intestinal et donc derrière modifier la composition du microbiote en faveur des espèces pro-inflammatoires. C'est un cercle vicieux parce que le stress va abîmer le microbiote et le microbiote abîmé, il génère plus d'inflammation et moins de sérotonine, ce qui va venir aggraver l'état anxieux et forcément la résistance au stress. Donc le cercle vicieux, il est pas cool quoi. Deuxièmement, on a un manque de diversité alimentaire. Alors c'est sans doute le facteur auquel vous vous attendiez le moins, c'est le facteur le plus silencieux et pourtant c'est le plus constant puisque c'est dans la régularité qui se met en place. Il y a des bactéries intestinales qui se nourrissent de ce qu'on mange, et principalement des fibres et des polyphénols qui sont présents dans les végétaux. Oui, parce qu'à la base, on est des chasseurs-cueilleurs. On cueille et on ne bouffe pas des Oreos. Donc chaque espèce bactérienne a ses préférences. Pour maintenir une diversité bactérienne relativement élevée, relativement importante, il nous faut derrière une diversité alimentaire élevée. Et c'est ce qu'on vous écrit dans les podcasts, dans les posts Instagram d'ailleurs. On vous invite à vous abonner au compte Instagram si c'est pas encore fait. Il y a plein de petits tips, de petites phrases un peu choc à mettre en place au quotidien pour avoir une vie un peu plus sympathique, quoi. Et pour pouvoir enjoy votre sport. Donc, chaque bactérie a ses préférences et donc, pour avoir une diversité bactérienne, il faut avoir une diversité alimentaire. Une règle simple, c'est de viser par exemple 30 plantes différentes par semaine. Pas 30 légumes, 30 plantes au sens large. Des légumes, des légumineuses, des fruits, des céréales, des noix, des graines, des herbes, des épices. Il y a une étude du projet American Gut qui a montré que les personnes atteignant cet objectif avaient un microbiote significativement plus diversifié que celles qui consommaient moins de 10 plantes différentes par semaine. Et 30, ça paraît beaucoup. Vous allez me dire, ah, mais comment je peux faire? Mais une salade, roquette, épinards, tomates, concombres, graines de tournesol, graines de courge, noix, citron et huile d'olive, ben ça en fait déjà 9. Et il y a une seule assiette. Donc, 30, ça paraît beaucoup, mais n'oubliez pas que c'est sur la semaine. Et c'est là où ça devient un peu plus faisable. Sachant que 30, encore une fois, c'est un objectif. Allez-y petit à petit. Un sportif, par exemple, qui prend des antibiotiques pour une infection banale en période de compète, ben, la cure, elle fait son travail et l'infection disparaît. Mais 2 semaines plus tard, il se plaint de fatigue persistante, de performance en baisse, de digestion difficile. Et tout ça, ben, par exemple, c'est pas dans sa tête. Et ça vous est sans doute déjà arrivé, clairement. Son microbiote, il a été partiellement détruit par les antibiotiques et il produit plus suffisamment pour ses cellules intestinales. Donc il n'y a plus de précurseurs de sérotonine en quantité normale. Et il y a juste ses performances et son humeur qui vont derrière en payer le prix. C'est normal, mais c'est juste intéressant de savoir le pourquoi du comment. Par exemple, après une cure d'antibiotiques, si vous avez une baisse de tutti quanti, eh ben, il y a peut-être une raison et ça provient peut-être des antibiotiques. Ok? Alors, derrière la question, ça va être, mais ok, je vois ce que c'est le microbiote, je comprends ce qui va un petit peu le défoncer, mais alors comment on peut l'aider à reprendre un petit peu du poil de la bête derrière? Il y a les prébiotiques et les probiotiques. Et vous en avez déjà sans doute entendu parler, que ce soit à la télé, à la radio, sur les réseaux ou dans différentes pubs de magazines un peu... voilà, bref. Alors, il y a les prébiotiques et les probiotiques. Ça se ressemble, mais c'est pas pareil. On a les probiotiques. Donc ça, c'est des bactéries vivantes qu'on ingère. Que ce soit dans les yaourts fermentés, dans le kéfir, dans le kombucha. Petit bisou à Lucas. Donc de la choucroute, du miso ou du kimchi. Voilà, par exemple. L'idée, c'est juste d'introduire de bonnes bactéries directes dans le bidon, dans l'intestin. Mais le petit bémol, c'est que la majorité des bactéries qui sont ingérées, elles vont pas forcément survivre à la traversée, au voyage. Parce que l'acidité gastrique, elle en élimine beaucoup avant qu'elles atteignent le côlon. Et les probiotiques ont des effets réels, mais ils sont souvent transitoires. C'est-à-dire qu'ils vont pas venir coloniser notre intestin durablement.
Ils passent, ils aident et ils repartent. Voilà, c'est tout. C'est un CDD, hein, finalement. Et à l'inverse, les prébiotiques, ça va être différent. Donc ça, ce sont des fibres qui sont non digestibles, qui servent de nourriture aux bonnes bactéries qui sont déjà présentes dans l'intestin. Donc on ne les nourrit pas en apportant de nouvelles bactéries, mais on les nourrit en donnant à manger à celles qui sont déjà là, ou plutôt celles qui sont encore là. Donc si on reprend notre petit exemple précédent de la jungle de l'écosystème, les probiotiques, c'est le chercher à planter une nouvelle graine, à apporter une nouvelle espèce, une nouvelle plante. Et les prébiotiques, c'est arroser et fertiliser les plantes qui sont déjà présentes dans la forêt. Okay, donc dans un jardin déjà bien peuplé, le fertilisant, il est souvent plus efficace que les nouvelles graines. C'est tout. Voilà, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Et les meilleurs prébiotiques naturels, ça va être des choses qu'on retrouve dans le quotidien. Pas besoin d'aller prendre des trucs sur Internet, dans des labos, etc. De l'ail, de l'oignon, du poireau, des asperges et les bananes, surtout quand elles sont légèrement vertes, les légumineuses, l'avoine et le numéro complémentaire, le topinambour. Ah ouais, vous l'avez pas vu venir celui-là. Hein. Eh ouais, topinambour, 14 points au Scrabble, si vous arrivez à le caler. Hein. Autre élément pour nourrir notre microbiote, ça va être la fermentation, qui est sous-estimée. Les aliments fermentés comme la choucroute, le kéfir, le kimchi, les yaourts nature, la miso et le tempeh. Donc tout ça, c'est des éléments qui cumulent plusieurs avantages. Ils vont apporter des probiotiques qui sont vivants. Ils contiennent aussi des postbiotiques, donc c'est des molécules qui sont produites par les bactéries pendant la fermentation, qui ont leurs propres effets bénéfiques. Et cette fermentation, elle prédigère certains composés qui peuvent être irritants pour les intestins sensibles. À Stanford, ils ont fait une petite étude il y a 5 ans et ils ont comparé 2 régimes sur 17 semaines. Il y avait un groupe qui augmentait sa consommation de fibres et l'autre qui augmentait sa consommation d'aliments fermentés. Et ben, qu'est-ce que vous attendez? Ouais, c'est le groupe fermentation qui a montré la plus grande augmentation de diversité du microbiote et la plus grande réduction des marqueurs d'inflammation au passage. Donc retenez bien ça. La choucroute, on est en Alsace, on est précurseurs, nous. La choucroute, le kéfir, le kimchi, les yaourts nature, la miso, la soupe miso, enfin tout ce qui est miso d'ailleurs, et le tempeh. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La progressivité. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé? Bon, juste un podcast. Hein. Si on n'a pas l'habitude de manger beaucoup de fibres ou beaucoup d'aliments fermentés, une augmentation brutale peut provoquer des petits ballonnements, des gaz, des petits inconforts digestifs. Mais c'est pas parce que c'est mauvais. C'est juste parce que le microbiote, il n'est pas encore adapté à ces substrats. Et c'est tout. C'est comme en muscu. Si vous avez jamais soulevé 100 kilos, vous risquez de vous blesser. Si vous commencez léger, progressivement, au final, vous y arriverez tranquillement sur celui-ci. C'est pareil pour les fibres. Vous allez augmenter progressivement sur 3 semaines, 4 semaines, et le microbiote va, lui, derrière, s'adapter de la même manière. C'est de la mécanotransduction adaptée au microbiote, grosso modo. Et si vous me demandez ce que c'est la mécanotransduction, on en a parlé il y a quelques podcasts. Alors, n'hésitez pas à scroller un petit peu, à remonter, et à nous écouter tout ça. Ok, donc, comme dit, une personne qui n'a jamais mangé de légumineuses et qui décide du jour au lendemain de manger des lentilles tous les jours, elle va pas kiffer. Elle va avoir des ballonnements, des gaz et ça va pas être super confortable. Donc, il va pas falloir chercher à conclure directement qu'on ne supporte pas, par exemple, les lentilles. Non, en réalité, il manque juste les bactéries qui sont capables de les fermenter correctement en quantité suffisante. Donc, si on augmente progressivement une portion tous les 2 ou 3 jours pendant un mois, par exemple, le microbiote, il va se diversifier, les bactéries fermentées elles vont se développer et les lentilles, elles vont juste être tolérées. Voilà, un point, c'est tout. Et la vie, c'est pas beaucoup plus compliqué que ça, parfois. Et avec tout ça, on arrive au bout de ce petit podcast sur le microbiote. Donc, petit rappel, reminder, take home message, comme d'habitude. Qu'est-ce que c'est le microbiote? C'est un organe qu'on a mis des siècles à avoir, qu'on a mis des siècles à développer. Et maintenant qu'on le voit, il change juste notre façon dont on comprend beaucoup de choses en médecine, ou des choses plutôt qu'on comprenait pas et dont on cherchait ailleurs. Donc, c'est pas juste un outil pour digérer, c'est aussi un régulateur de votre immunité. C'est un élément qui va vous permettre de produire des neurotransmetteurs. C'est un des chefs d'orchestre de votre inflammation et c'est un interlocuteur permanent avec votre cerveau. On en revient, cet axe cerveau-intestin qui prend beaucoup plus de place que ce qu'on pensait. Donc, prendre soin, concrètement, ça va ressembler à manger varié. On l'a dit, une 30aine de plantes par semaine, en incluant le riz et tout ça, avec ces 30 plantes comme horizon, comme objectif et pas comme obligation directe maintenant. Okay, intégrer des aliments fermentés régulièrement
et vous préservez peut-être un petit peu des antibiotiques quand ils sont pas vraiment nécessaires. Ça va vous permettre de travailler sur le stress chronique, pas pour des raisons abstraites de bien-être, mais bien parce que le cortisol va abîmer littéralement votre muqueuse intestinale et ensuite entraîner toute une conséquence derrière, vous l'avez compris. Ça va aussi vous aider à dormir parce que le microbiote, il a un lien avec le rythme circadien. On en parlera encore une fois dans un podcast par la suite. Donc le microbiote, il a un lien avec le manque de sommeil et il perturbe la composition. Ok, donc prendre soin de son microbiote, c'est prendre soin d'un écosystème entier, global, et pas juste d'un organe isolé, c'est prendre soin de vous, grosso modo. Parce que c'est comme tous les écosystèmes, il va mieux répondre à la diversité et à la progressivité et à la constance. Ouais, c'est des grands termes, mais ils ont tout lieu d'être en l'occurrence. Donc retenez que la forêt tropicale, on reprend notre métaphore, elle se replante pas en un jour, mais elle va se nourrir, se protéger et se régénérer progressivement si vous lui offrez les bonnes conditions pour. Ok ? On en reste là pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien apprécié ce petit podcast sur le microbiote. N'hésitez pas, encore une fois, à nous laisser un petit message, un petit commentaire, à vous abonner, peu importe la plateforme sur laquelle vous nous écoutez, à aller faire un petit tour sur Instagram, sur le compte du Ruxflow. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain podcast. On vous garde la surprise, mais on se reste dans le même thème. Allez, la bise.